Bamonuti tumyo, bamonuti fobae, bamonuti tumyo, bamonuti fobae, suranada, bamonuti fobae, kadeide, bamonuti tumyo. Un opposant farouche. En principe, il doit m'écouter. En principe, il doit m'écouter. Ok. Et je vais dire que c'est ce que nous ne savons pas. Pour nos parents, il est opposant, il va nous créer le problème. Mais l'opposant est plus écouté que le mouvancier. Oui. Je vais dire que le ministre est plus prêt à m'écouter que écouter quelqu'un de sa voix. Il les écoute. Mais pour des petits problèmes, comme on le dit là, il n'y a pas de problème. Mais nous avons le budget qui a été voté. Nous avons beaucoup, en tant que députés de l'opposition, nous avons beaucoup plus influencé le budget que les députés de la mouvance, malgré notre petit nombre. Nous avons demandé au gouvernement de subventionner comment vous appelez, les semences améliorées. Parce que nous avons démontré au gouvernement que nos parents, compte tenu de la cherté des semences améliorées, préfèrent aller prendre les semences non conventionnelles. Il va dans sa récolte, il prend quelque chose, il recèle. Alors que lorsque vous prenez la semence améliorée, le rendement est plus élevé que quand vous prenez les semences ordinaires que vous-même vous produisez. Donc, les semences améliorées sont chères. Et nous avons demandé au gouvernement de subventionner ça pour réduire le prix du kilo et permettre aux paysans de pouvoir acheter ces semences et améliorer leur rendement. Et comme vous le savez, le gouvernement prend 30 francs au kilo du soja qui est vendu au cordon douanier. Il prend également pour l'anacarde. Ils payaient 130 000. C'est sûr, on a fait cette guerre-là, ils sont revenus à... Ils payaient 130 000 à la tonne. Maintenant, ils sont revenus à 30 000 à la tonne. Alors, lorsque le rendement est plus élevé, ça veut dire que cette taxe-là devient plus élevée, même à 30 francs. Donc, par conséquent, on a demandé, on a dit que le gouvernement subventionne ça. Et la loi dit, lorsque le député veut modifier le budget et que cette modification porte un amendement et que cet amendement-là constitue une charge, c'est au député de dire où est-ce qu'on va trouver l'argent pour ça. Ça, c'est ce que la loi dit. Mais nous l'avons dit. Et nous avons demandé au ministre d'accompagner ça. Le ministre des Finances a allé se trouver 6 milliards quelque part pour financer ça parce qu'il a jugé que c'est une bonne proposition qu'on a faite. Mais il s'est trouvé que les députés de la mouvance ont dit que nous allons utiliser ça en campagne, comme campagne pour dire que c'est nous qui avions, et que c'est nous qui aidons les populations des agriculteurs. Nous avons dit non, qu'ils ont fait une très bonne proposition, on ne peut pas mettre ça sous le couvert de politique. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on ne dit pas parce que nous sommes de l'opposition qu'on ne va pas faire des propositions qui puissent aider le pays à avancer. Nous le faisons. À eux de prendre ou à eux de refuser. Nous le faisons. Et nous travaillons de concert. Moi, avec mon collègue de Djougou, nous avons été appelés par BT.
Et nous avons, dans son bureau, discuté du développement de la Donga. Et nous avons retenu ensemble qu'est-ce qu'il faut faire. Donc, nous participons et ils savent que, en tant qu'élus, nous avons un rôle important à jouer. Et même parfois, ce qu'eux ne peuvent pas faire, nous, on peut faire, on peut aller au-delà. C'est ma question. La dernière question. Oui. Le temps, c'est par rapport, on voit les velléités de révision de la Constitution. Oui. Bon, on a commencé à avoir peur parce que Oui. les talons peuvent décider de passer en force. Oui. Je voudrais demander, s'ils décidaient de passer en force, Oui. l'opposition parlementaire que vous avez l'honneur de diriger a un contrepoids pour le stopper? Non, il ne va pas passer en force. Il ne passera pas en force. Nous avons le nombre qu'il faut pour empêcher Talon de réviser la Constitution. Et qu'il vous souvienne, c'est pour cela qu'il nous avait reçus pour discuter avec nous. Mais quand il nous a reçus, il n'a pas parlé de révision. Mais quand il a reçu ces groupes, ils en ont parlé. Mais à notre grande surprise, un des députés de son groupe a déposé une proposition de révision. Mais ça ne passera pas. Ça ne passera pas, étant entendu que nous avons le nombre qu'il faut pour bloquer ça. Et bon, d'aucuns ont parlé de ce qu'il peut avoir un député dans nos rangs, 2 députés, 3 députés, 7 députés. Non, ce n'est pas possible. C'est pas possible. Et j'ai un groupe qui est très soudé et qui me donne toutes les garanties. Et lui-même, il a constaté, je crois jeudi passé, si vous avez bien suivi, il a dit que lui n'a jamais demandé de réviser. Donc il a fait marche arrière, je pense. Il a déjà fait marche arrière. Donc ne vous en faites pas, il n'y aura pas de passage en force. Par rapport pour votre budget, on a vu l'honorable Léonce là à côté. C'est quoi votre lecture de le fait qu'il a pu voter le budget alors que je pense que les 27 autres n'ont pas voté? Non, si vous m'avez suivi par rapport à ça, j'ai expliqué. Le doyen a aussi un norme particulier. J'ai fait le débat de la 7e législature avec lui. Il était dans mon groupe parlementaire, bien qu'étant doyen à moi, plus âgé que moi. Donc il est resté dans mon groupe parlementaire. Et nous étions de ceux qui avaient bloqué la révision de la Constitution en 2017. Donc, c'est quelqu'un qui est catégoriel et qui a ses principes. Il est le 2e vice-président de l'Assemblée nationale. Et on ne sait pas par quelle alchimie le camp de la mouvance a voulu que c'est lui qui dirige la plénière le jour du vote du budget. Parce que qu'on le veuille ou pas, la plénière du vote du budget est une plénière spéciale. Une plénière spéciale. Donc, le président Vlavonou, le président de l'Assemblée, était bel et bien à Cotonou. Ils l'ont déporté. Le premier vice-président, comment il s'appelle, Kassa Barthélémy, était bel et bien là. Ils l'ont déporté. Et ils lui ont demandé de conduire la plénière de ce jour. Donc il nous a vus. Il m'a écrit la nuit pour me dire, je n'ai pas vu. Le lendemain, il m'a appelé président. C'est moi qui
dirige la plénière. Je ne sais pas pourquoi, mais je voudrais que lorsque vous arrivez à l'Assemblée, on se voit. Quand je suis arrivé, je suis allé, on s'est vu, il dit c'est moi qui dirige. Je dis, mais comment alors? Il dit, est-ce que nous avons fait tous les amendements? On a fait près de 8 amendements au budget, avec au moins 10 recommandations. Le gouvernement a accepté 7 amendements. Moi-même qui vous parle, honnêtement, je suis un musulman, je ne trahis pas ma conscience. J'étais beaucoup dérangé qu'on ait voté contre le budget. Parce que j'ai conduit les amendements, j'ai conduit les recommandations. Et le ministre des Finances a tout accepté, malgré que nous sommes de l'opposition. On peut même crier victoire. Alors, en ce moment, qu'est-ce que nous reprochons au budget pour voter contre? On ne peut pas dire, c'est pas élégant de dire nous sommes opposants, c'est pour ça qu'on a voté contre. C'est pas élégant, c'est pas responsable. Non? Il a dit, mais voilà tout ce que nous avons fait, ils ont accepté. Voilà, je suis là. Je souhaiterais que le parti me fasse honneur qu'on vote. Ne serait-ce qu'aujourd'hui, qu'on vote. Il dit, ah, la décision qu'on a prise, c'est qu'on vote contre. Il dit, non, je ne vais pas faire ça. Donc, me demande de consulter la direction du parti. Ce que j'ai fait, les gens se sont réunis. Ils m'ont appelé, ils ont dit niet. Et il a dit, mais lui, de sa position, que lui va voter pour. Il nous a informé que lui va voter pour. Il a appelé le président du parti pour dire, je vais voter pour. Donc, on était conscient que lui va voter. Ce n'est pas qu'il a fait contre nous. Il a dit, je vais voter. Donc, il a fait, et bon, nous, on a continué de travailler ensemble avec lui. Il est quand même le plus farouche opposant d'État. Oui. Alors, merci. Oui, c'est toi qui Merci honorable. J'ai été très content d'apprendre que votre parti s'apprête à emprunter une école pour former des militants à la base. Vous avez également dit dans votre propos que ça vous étonnait de voir que vous, en tant que leader, vous pouvez vous retrouver facilement avec votre adversaire, pendant que les militants à la base s'entretuent de s'entretuer entre eux. Je fais partie de ceux-là quand même qui ont milité sur le plan politique pendant longtemps, au pays avant d'arriver ici. Il y a un truc que je ne comprends pas à la politique chez vous. Je prends un exemple. On a fait l'élection présidentielle en 2021 et déjà en 2022, on parle de l'élection présidentielle 2026. Ça veut dire quoi? Le gouvernement n'a aucune politique pour les militants à la base en dehors des élections. C'est-à-dire quand on vient de voter en principe, on a confié le pays à des gens qui doivent parler de développement du pays. Mais on passe tout le mandat à parler politique. La preuve avec qu'aujourd'hui, on a révisé la Constitution en 2019. 5 ans après, on revient encore pour la réviser. On ne parle pas des problèmes des militants à la base, alors que ces militants-là, c'est de vos poches qu'ils trouvent de quoi s'acheter des unités, en tout cas, de quoi se nourrir. C'est normal qu'ils voient mal que leur leader fréquente le leader opposant. C'est pour, je voudrais saluer vraiment cette idée-là de créer une école pour former les militants. Parce qu'ils n'ont que ça comme travail, comme boulot. Évidemment. Le gouvernement, les leaders politiques ne pensent pas à ce que deviennent les militants après les élections. Oui. Par exemple, quand je prends Bassila, que je maîtrise beaucoup, quand vous allez chez vous à la maison à Manigou à Bassila, vous voyez combien de personnes viennent nous voir. Oui. Pour prendre quelque chose. Pour prendre quelque chose. Quand la personne vient, il y a... Vous voyez, ça veut dire que eux, c'est leur travail, ça. C'est ce qu'ils ont comme activité. Ils ne peuvent pas comprendre que cette activité-là veuille être
c'est pas détourner par une autre manière. Oui. Donc c'est pourquoi je voudrais vraiment encourager cette idée du Parti des démocrates d'installer une école politique. Oui. Je vais finir en posant une question, puisque moi je suis étudiant ici. Quand on a reçu le maire ici, j'ai posé le point des étudiants. Par rapport, dans notre commune, dans notre région, on apprend qu'il y a des bourses pour les étudiants pour venir étudier ici. On sait tous que pour venir étudier en Europe, c'est pas souvent très accessible à tout le monde. Mais il y a quand même des communes qui trouvent des moyens de jumelage, de partenariat avec soit des ONG, soit des communes en Europe. Je sais quand même que la commune de Basila avait un partenariat avec une commune allemande. Je ne sais pas si ça continue d'exister. Maintenant, est-ce que la commune ou bien le député que vous êtes, vous ne pensez pas qu'il est possible d'installer quelque chose qui puisse aider les étudiants de la commune de Basila à venir étudier ici? Je vais déjà remercier le groupe Foule qui est en train de réfléchir dans ce sens-là pour aider tout étudiant qui a la volonté de venir étudier à l'extérieur pour l'accompagner financièrement. Parce qu'on sait que venir étudier en Europe implique une caution financière, un garant et tout ça là. Donc est-ce que à la base, je sais que vous n'êtes pas vous n'avez pas véritablement le pouvoir sur le conseil communal directement, mais est-ce qu'avec votre implication, vos relations, on ne peut pas créer une commission qui aide les étudiants dans le cadre des bourses ou je ne sais pas quoi? L'autre chose, c'est que quand on vient ici, chacun vient individuellement, il y a des problèmes que nous vivons ici. C'est vrai, nous-mêmes ici, on ne s'organise pas beaucoup pour dire que nous avons une association d'étudiants du Basila ou de trucs là, pour porter nos doléances vers les études que vous êtes. Mais quand on va réussir à le faire, nous voulons pouvoir compter sur vous pour que vous puissiez accompagner les étudiants qui sont à l'extérieur, parce que comme vous le savez, être étudiant à l'extérieur, c'est pas une mince affaire. Merci beaucoup. Oui. En fait, vous avez posé un problème essentiel. C'est aussi ça, l'avenir de notre commune. Le problème des études, des étudiants. Une localité qui n'a pas de cadre, et va à sa pète. Et je crois que c'est un savant qui a dit, pour tuer un pays ou une localité, il ne faut pas déposer la bombe, il faut couper l'école. Il faut leur couper l'école. Lorsque vous leur coupez l'école, c'est que vous avez fini avec eux. Hein? On a véritablement besoin d'avoir les cadres. Et on a besoin qu'on les forme. Moi, tout le temps que je réfléchis à notre système éducatif au Bénin, j'ai du chagrin. J'ai du chagrin pour mes parents des villages. Mingri, Basila, Pénésoulou, en tout cas tout le nord. Tout le nord. Et bien d'autres localités aussi au sud. Un bon professeur de mathématiques ne peut pas aller à Basila. Un bon professeur de physique ne peut pas accepter d'aller rester à Basila. C'est comme ça, un bon docteur, un spécialiste docteur, c'est difficile, il ne peut pas rester à Basila. Vous allez voir, depuis la création du centre de santé de Basila, on n'a jamais eu un sujet qui soit resté. Jamais. On a tout fait. On a eu, je me rappelle quand on était à la mairie, on a eu un jeune qui était Tangueta, je crois, qui a un peu la main. Et on a négocié avec une ONG, avec l'ONG qui nous accompagne, pour qu'il soutienne ses études en Allemagne pour sa spécialisation en chirurgie. Il doit venir en Allemagne compléter ses études de 2 ans pour devenir chirurgien.
On a fait un contrat notarial avec lui. Quand il va revenir de sa formation, il va faire au moins 5 ans à Basila sans bouger. Il va avoir un salaire bien déterminé. Et on l'a envoyé. On a soutenu ses études, on a tout fait. Au bout de 2 ans, il a eu le diplôme, il est revenu à Cotonou. On lui demande de rejoindre. Il a commencé par faire le micmac. On a tout fait, on a opposé le contrat. D'abord, il a dit le salaire. C'était sur la base de 1 million. Il a révisé, on a accepté. Parce qu'on savait qu'en son temps, il n'y a que des opérations, vous êtes obligé de transporter les malades à Djougou, à Barako, à Sokodé, ainsi de suite. Et que l'hôpital pouvait rentabiliser ça et peut-être lui payer son salaire. On a accepté, il a dit la maison, que là où on va le loger. La mairie, l'hôpital, on s'est plié en 4, on a cherché villa, on a cherché tout. L'hôpital manquait même de moyens. En tant que député, en ce moment-là, on m'a sollicité. Moi, j'ai donné 1 million. D'autres ont donné. Mais je vous avoue que le monsieur n'a jamais pris service à Wassila. Comment? Il n'a jamais pris service à Wassila. Les accords qu'il a signés. Mais c'est sans effet. Sans effet, il n'a jamais pris service à Wassila. Non? C'est pour vous dire, si on avait quelqu'un de nous qui avait l'aptitude, cette fibre familiale pouvait l'empêcher de faire ce que le garçon veut. Excusez-moi, mon fils m'appelle. Toutes mes excuses. Allô? Oui. Tu es là? Ah ouais, il faut rentrer. Il est dehors. Donc, si c'était un fils de Basila, on aurait doublement gagné. On l'a aidé à se former, il allait aider la communauté. Et bon, voilà. Donc, on a fait ces dépenses-là. Il n'a rien fait. Il n'est même pas resté 1 minute dans la commune pour soigner qui que ce soit. Donc, les docteurs, aujourd'hui, sont comme des dieux. Même le gouvernement est petit. Même Talon qui fait son Joe là, il ne peut rien contre un docteur. Il ne peut rien contre un docteur. Parce qu'ils sont rares. Surtout ceux qui ont des spécialités. Surtout ceux qui ont des spécialités. Donc, c'est pourquoi nous devons... Et aujourd'hui, c'est difficile que dans nos communautés, qu'on ait ces formations pointues. Pour un docteur, il faut les moyens. Il faut les moyens. Pour cette formation-là, il faut les moyens. En dehors de ce que l'enfant doit être intelligent, il faut que les parents aussi accompagnent. Il faut que les parents aussi accompagnent. Donc, c'est les difficultés que nous avons. Tu es arrivé? Ça, c'est le fils de... Donc, quand souvent, quand je rencontre les associations de développement de chez nous, moi, je parle beaucoup plus de ça avec les associations de développement que la mairie. Les associations de développement, dans certaines localités, avant, je ne sais pas maintenant, comme les zones cotonnières, qui ont les caisses de solidarité, arrivent à financer l'étude de leurs enfants.
Et lorsqu'un enfant a l'aptitude, on sait que l'enfant là est brillant, quand si on l'accompagne un peu, il peut arriver, on peut de façon solidaire l'accompagner pour un temps. Et lorsque lui passe, tant mieux. On prend un autre, on l'accompagne. Lorsque lui passe, tant mieux. Sinon, ce qui se passe aujourd'hui, avant notre temps, tout le monde a la chance d'arriver. On a tous les mêmes chances. Que tu sois à Manigri, que tu sois à Cotonou, on a la même chance. L'école est faite de manière que, quelle que soit là où tu te trouves, tu as la même chance. Mais aujourd'hui, les enfants de la ville sont plus avantagés que les enfants. Je l'ai dit tout à l'heure, un bon professeur de mathématiques, il ne peut pas être dans un petit village. Comme Manigri, comme CG de Manigri, CG de Basila. Mais le bon professeur de mathématiques, en dehors de ce que l'État paye, et le salaire, ce qu'il reçoit en passant dans la maison des enfants de ministres, des enfants de députés, c'est plus élevé encore que son salaire. Il ne peut pas avoir ça à Basila. Donc, il ne peut pas aller s'installer. J'ai parlé du docteur tout à l'heure. Le professeur de mathématiques bien capé est comme un docteur. L'État ne peut rien contre lui. L'affecter, c'est des problèmes. Il va dire qu'il ne va pas. Et c'est difficile de le contraindre à aller compte tenu de ses compétences. On ne va même pas l'enlever. On ne va même pas penser à l'enlever. Donc c'est un peu ça. Ça fait que les enseignants que nous avons dans ces localités-là, ce n'est pas des gens qui ont l'aptitude, qui ont le savoir d'inculquer des choses à nos enfants, qui soient au même niveau que les enfants de la ville. Un enfant de la ville, il a un bon enseignant, il a tous les documents possibles, il a un répétiteur à la maison. Mais pour que l'enfant des localités reculées soit au même niveau, passe un même examen, passe un même concours et réussisse au même niveau, il faut qu'il soit extrêmement intelligent. Extrêmement intelligent. Vous voyez? Et je dis souvent, quand un enfant a 12 au bac à Basila, on le met dans les mêmes conditions que quelqu'un qui a 16 ans à Cotonou, il va exceller. Il va lui prendre la première place. Ça, c'est clair. Hein? Aujourd'hui, si on ne sait pas faire toutes choses égales par ailleurs, c'est vos enfants, les enfants de ceux-là, des cadres, qui seront demain. Nos enfants au village risquent d'être sacrifiés. D'être sacrifiés. C'est pourquoi nous devons ensemble regarder vers là-bas. Créer des conditions pour que nous regardons vers là-bas. Qu'est-ce que nous allons faire? C'est une réflexion qui est ouverte. Nous devons tous penser. De toute façon, de temps en temps, quand nous on rentre, on les galvanise. On dit nous-mêmes, on vient d'ici. Et on a pu grandir. Vous-même, vous pouvez sortir d'ici et grandir. Du courage. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Ils ne sont pas dans les mêmes systèmes que nous hier. Ils ne sont pas dans les mêmes systèmes. Donc, nous devons ensemble regarder. Et je voudrais déjà saluer ce que l'ONG fait, vous avez dit, ou bien Full, vous avez dit fait. Et on doit se donner la main pour que on sorte véritablement les personnes qui ont l'aptitude, comment les aider pour qu'ils deviennent des cadres demain. On en a besoin. Parce que notre administration est en train de se vider des cadres de la commune. Ça, je vous l'avoue. D'ici peu, ceux qui sont là, quand ils vont aller à la retraite, je ne sais pas qui va rester encore
dans la nation béninoise qui proviennent de Bassila. C'est un sérieux problème pour nous. Et lorsque vous allez dans les AG, de vos arrondissements, je pense que c'est des problèmes que vous devez poser, c'est des problèmes auxquels vous devez réfléchir pour qu'on trouve véritablement des solutions. Je suis entièrement. Les bourses d'État sont rares aujourd'hui. Les bourses d'État deviennent très rares. L'État ne veut même plus dépenser dans cet ordre-là. Et avant, il y avait même des institutions, des pays, tu vas entendre l'Union européenne, la Russie, on n'entend même plus ça. On n'entend même plus ça. Donc voilà ce que je peux répondre. J'ai répondu pour la sœur. Il y a notre frère qui a parlé aussi de l'école coranique. De l'école coranique pour que nos frères se forment. Je crois que c'est aussi une bonne chose. C'est aussi une bonne chose et en même temps faire le secondaire à Bassila et aussi le français en même temps. Il a évoqué ça. Je ne sais pas, c'est ce que Salam fait, non? Oui, je crois que c'est ce que Salam fait. C'est ce que Salam fait. En français, voilà. En français, voilà. Et là, à Bassila, il y a jusqu'à la terminale. Moi, j'encourage les gens qui font en même temps la langue. Et lorsque tout le monde comprend français, et que toi tu comprends anglais en plus, ou l'arabe en plus, ou le chinois aujourd'hui. Oui, le chinois. Ou le chinois aujourd'hui. C'est que tu as un parchemin fourni. C'est que toi tu as quelque chose de plus que les autres. Donc on doit encourager nos enfants dans ce domaine-là. Ceux qui peuvent aller en Chine étudier, ainsi de suite. Et je voudrais encourager ma soeur qui fait la chimie. C'est très rare. Très rare. Surtout quand c'est les femmes. La chimie, la mathématique, ça devient du chinois. Voilà. Non, en tout cas, merci beaucoup. Moi, j'avais une préoccupation. Bon, là, on va revenir à la... J'ai eu une très bonne période avec vous. Écoutez d'abord. Une très bonne période avec vous. Je voudrais vous dire très sincèrement ma satisfaction d'avoir passé ce moment avec vous. Je n'ai pas regretté. Ça a été des moments d'intense échange. On ne peut pas trouver mieux. Comme je vous l'ai dit au départ, j'ai vraiment un agenda très chargé. Demain, j'ai d'autres rencontres. Lundi également, on m'a programmé pour d'autres rencontres. Mais mardi, la veille de mon départ, il y a des camarades politiques qui sont de la diaspora et d'autres qui sont en exil, avec qui je dois m'entretenir avant de repartir. Je voudrais saluer votre disponibilité et votre sens aigu de responsabilité vis-à-vis de notre commune. Je pense que c'est très important de le souligner. Je vous convie à continuer d'œuvrer pour le développement de notre communauté. C'est important ce que vous faites. Continuez. Inch'Allah, Dieu va vous accompagner. Il va vous accompagner, d'autant plus que vous pensez aux autres. D'autant plus que vous voulez le bonheur de vos frères.
crois que le Seigneur va vous accompagner. Et je suis encore très très content. Ça, je vous le dis. Je pourrai, partout où je passerai, parler de vous, parler de votre association, parler de votre expérience et peut-être devait édifier d'autres communautés. Merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse. Bon, en tout cas, merci Honora pour votre mot de fin. Nous aussi, nous sommes très satisfaits des échanges que nous avons eus. Et je pense que ce ne sera pas la dernière occasion, parce que nous aimerions que vraiment au fil du temps que nous puissions, à chaque fois que vous avez des missions comme ça, à l'avenir aussi, que nous soyons informés si c'est possible, même à l'avance, de telle sorte que voilà, qu'on puisse organiser, parce que ce n'est que les quelques qui ont eu la possibilité de venir aujourd'hui, mais si c'était quelque chose qui était bien organisé, préparé, je pense que la salle là sera entièrement pleine. Et vous avez, il y en a d'autres qui finissent le boulot et continuent pour rien. Donc je pense que pour les fois à venir, si on est informé un peu plus tôt, je pense que vous allez accueillir une flaque. Important va vous accueillir ici. Donc vraiment merci beaucoup encore. Et nous allons garder les échanges pour vous faire parvenir quand même des préoccupations majeures pour que vraiment qu'on puisse trouver des solutions directement par votre aide et votre disponibilité. D'accord. Merci beaucoup. Pas de problème. Merci.